Voilà, alors on arrive à notre deuxième chapitre dans la stratégie. On a vu la stratégie des entreprises privées, des organisations privées. On va voir dans un chapitre 2 les stratégies des organisations publiques, quelles sont leurs spécificités. Donc les stratégies des organisations publiques sont-elles encadrées? Donc on va voir leurs finalités et que leurs missions sont définies par un cadre réglementaire, grand A. Contrairement aux entreprises, les stratégies des organisations publiques sont fixées par un cadre strict, contrairement donc aux entreprises. Alors on va refaire un petit tour ce que sont ces organisations publiques. Les établissements publics, ce sont des personnes morales de droit public, comme votre lycée. Elles ont des autonomies administratives et financières, elles remplissent une mission d'intérêt général et elles sont rattachées à une administration publique. Par exemple, votre lycée au ministère de l'Éducation nationale, une prison au ministère de la Justice, une EHPAD qui est une maison pour médicaliser pour personnes âgées dépendantes va être rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé ou à un hôpital ou à une clinique à but lucratif ou non lucratif. Vous voyez, ces établissements publics sont tous rattachés à une administration publique. Nous avons deuxièmement les EPCI, alors il va falloir apprendre ce nouveau terme. Ce sont les établissements publics de coopération intercommunale. C'est un grand mot pour dire tout simplement ce sont les rassemblements de communes. Donc on verra tous les différents EPCI. Ce sont des communes qui se rassemblent ensemble pour être plus grandes et avoir plus de poids. Donc les EPCI. Alors les EPCI, ce sont des administrations publiques, contrairement aux établissements publics. Les différentes formes d'établissements publics de coopération intercommunale. Alors, une commune, c'est quoi? C'est une entité administrative, mais elle n'est pas définie par sa taille ou son nombre. Paris ou Paris ou une petite ville de province, c'est une commune. Ce n'est pas par rapport à sa taille qu'on va regarder, c'est une entité administrative. En revanche, une ville, c'est une commune d'au moins 2000 habitants. Donc on va faire la distinction entre ville et village, plus ou moins 2000 habitants. En revanche, une commune, c'est une entité administrative. Alors, les communautés de communes, regardez. Les communautés de communes regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave, avec un seuil démographique de 15 000 habitants. Ça veut dire quoi? Que si on regroupe plusieurs communes, on peut aller jusqu'à 15 000 habitants, ce sera une communauté de communes. Lorsqu'on dit qu'elles sont d'un seul tenant et sans enclave, c'est tout simplement qu'on ne peut pas rassembler une commune dans un endroit X et à 500 km une autre commune. Il faut qu'elles appartiennent à la même zone géographique. Ensuite, vous avez les communautés d'agglomération qui regroupent plusieurs communes et cela peut aller jusqu'à 50 000 habitants. Ensuite, vous avez les communautés urbaines. Elles regroupent aussi plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. On peut aller jusqu'à 350 000 habitants et donc elles s'associent au sein d'un espace de solidarité pour conduire ensemble des projets communs de développement urbain et d'aménagement du territoire. Et ensuite, vous avez la métropole et les métropoles concernent des territoires de plus de 400 000 habitants. Donc vous voyez, quand on parle de collectivité territoriale, quand on parle d'établissement public de coopération intercommunale, on parle en fait de communes, plus ou moins regroupées en communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles. Alors, ces EPCI, quelles sont leurs stratégies? Comment sont-ils régis? Ils sont régis par la loi NOTRe, qui est la nouvelle organisation territoriale de la République. Cette loi définit les compétences qui sont attribuées à ces EPCI. La deuxième source du droit pour eux, pour savoir qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire, c'est le Code général des collectivités territoriales. Donc elles ont un code général et elles ont une loi, la loi NOTRe. Le Code général, lui, va définir les statuts. Les collectivités ne peuvent pas prévoir de compétences en dehors du cadre réglementaire. Alors vous voyez, c'est très différent des entreprises privées qui peuvent décider un jour, elles ont un métier, puis un autre jour, donc une compétence, elles vont décider plus tard de développer d'autres métiers, d'autres compétences en toute liberté. Pour les collectivités, ce n'est pas possible. Elles ne peuvent pas agir en dehors du cadre réglementaire. Les missions des organisations publiques aussi sont différentes par rapport aux organisations privées. Vous le savez, elles visent à satisfaire l'intérêt général des usagers et des administrés.
Donc, c'est différent des entreprises privées qui, elles, ont leur finalité propre, la rentabilité et faire du profit. Alors, le principe de spécialité. Le principe de spécialité, c'est la capacité de ces collectivités à agir dans un domaine qui est donné. Elles vont intervenir dans un cadre réglementaire précis, ça s'appelle le principe de spécialité. Leur champ de compétence, c'est celui que l'on va leur transférer ou que l'on va leur déléguer. Elles vont faire ça dans un périmètre géographique, on appellera ça le principe de spécialité territoriale. Donc elles auront un certain nombre de compétences, mais ces compétences seront aussi contraintes dans un espace géographique délimité. L'espace de la commune, de la communauté de communes, de la communauté urbaine, etc. Certaines de leurs compétences vont être obligatoires, d'autres seront facultatives. Facultatives, c'est-à-dire que ce sont des compétences qu'elles peuvent assurer, mais sans y être obligées. Alors on va regarder ce petit tableau qui vous reprend les établissements publics de coopération intercommunale. On retrouve ici les communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés, voilà que j'oublie, les communautés, les métropoles, les départements et les régions. Ici, les grandes thématiques de leurs compétences: formation, enseignement, éducation, culture, vie sociale, jeunesse, sport, loisirs, aménagement du territoire, infrastructure, transport. Alors, ce qui est en rouge, ce sont les compétences facultatives, ce qui est en noir, c'est les compétences obligatoires. Donc, j'en ai regardé, par exemple, une qui est compétent en ce qui concerne les collèges et les lycées. Alors, de façon facultative, la métropole. De façon, pour ce qui est construction et collège, le département. Ici, vous avez tout ce qui est élémentaire, en revanche, la commune. Dans l'aménagement du territoire, eh bien, si vous voulez construire une maison, vous devrez demander votre certificat d'urbanisme à votre commune. Si vous voulez, pour tout ce qui est assainissement de l'eau, ce sera la communauté de communes. Donc la commune, elle sera d'ailleurs obligée de vous délivrer de l'eau potable. Par contre, tout ce qui est assainissement, c'est de l'ordre de la communauté de communes. Alors un nouveau tableau ici où on retrouve nos communautés, communautés d'agglomération. Voilà que je retrouve communautés urbaines, métropoles, départements et régions. Nous avons aussi l'environnement, les grands équipements, le logement, la vie économique, l'action sociale, médico-sociale et solidarité. Vous voyez, tous les champs de compétences qui incombent aux organisations publiques. Alors, en ce qui concerne les grands équipements et les grandes infrastructures, ça peut être des ponts, des routes, c'est la métropole qui s'en occupe sur demande de l'État, puisque vous voyez que c'est non pas obligatoire mais facultatif. Pour ce qui concerne, par exemple, la qualité de l'air, l'aménagement ou la gestion de l'eau, eh bien, ce sera la région. Pour ce qui concerne les actions de développement économique, qui sont intéressantes dans le cadre aussi d'une épreuve de bac avec des organisations privées, eh bien, tout le développement économique se répartir dans les communautés de communes, les comités d'agglomération, d'essayer d'être un territoire attractif pour faire venir des entreprises sur leur territoire, notamment en termes d'emploi, de dynamisme économique et bien sûr fiscalement de recevoir un certain nombre de fiscalités de ces entreprises. En ce qui concerne la commune, j'ai rajouté, vous voyez, une autre spécificité, l'état civil, les fonctions électorales, qui sont des compétences qui appartiennent, qui sont dédiées aux communes. Alors, quand il s'agit des dépenses et des recettes, alors les dépenses et les recettes, eh bien, elles sont votées chaque année dans un budget prévisionnel, elles sont obligatoirement équilibrées et les dépenses ne peuvent être engagées que si elles ont été votées auparavant. Donc, vous voyez encore une contrainte, on ne peut pas s'engager sans avoir eu un budget qui est voté. Par exemple, vous à l'école, on ne peut pas faire une sortie scolaire sans qu'il ait été voté d'abord au conseil d'administration, le prix, le coût de ce voyage scolaire et le coût que l'on va demander aux familles. Voilà une contrainte supplémentaire dans des stratégies pour les organisations publiques. Donc ces contraintes sont liées par aussi de nouvelles dispositions fiscales, d'impôts et taxes, qui pourraient faire revoir à la hausse, à la baisse, leurs dépenses et recettes. Alors, quelle stratégie pour atteindre leur mission? Elles vont rechercher une plus grande marge de manœuvre parce que vous voyez, elles ont pas mal de contraintes. Donc, chaque administration dispose d'un statut qui ouvre droit à des compétences propres, nous l'avons vu. Certaines sont obligatoires, d'autres optionnelles. Les collectivités territoriales vont chercher à élargir leur champ de compétences, se regrouper sous forme de communautés de communes, de métropoles, de communautés d'agglomération,
pour bénéficier de transferts de compétences. Un transfert de compétences est un acte par lequel une organisation publique va confier à une autre une compétence qui lui est propre. Les communes transfèrent ainsi des compétences aux communautés de communes. Plus les communautés de communes sont grandes, plus il va exister de possibilités de transfert. Celle-ci va à la fois élargir son champ de compétences, on l'a vu très bien dans les tableaux, mais aussi son poids dans les relations publiques. Elle va avoir de plus gros budgets, va pouvoir être plus présente sur le territoire, faire plus d'actions et avoir plus de marge de manœuvre plus grande. La valorisation des ressources locales. Alors, le principe de spécialité territoriale, vous savez que les communautés de communes, les EPCI, vont agir aussi sur un périmètre territorial donné. Elles peuvent bénéficier de ressources locales spécifiques sur leur territoire, elles vont essayer de les mettre en avant. Et ces ressources, une fois valorisées, vont pouvoir être une source d'attractivité pour un territoire. Ce sont des ressources naturelles, l'eau, la mer, la forêt, la montagne. C'est peut-être aussi des héritages historiques, architecturaux, culturels. Donc voilà un avantage pour définir des choix stratégiques, le principe de spécialité territoriale. Grand 2, le processus stratégique des organisations publiques est-il spécifique par rapport à celui que nous avons vu dans les organisations privées? Alors il faut prendre en compte, grand A, des considérations politiques, économiques et sociales. Le processus stratégique est relativement similaire avec les entreprises privées. On fait un diagnostic interne-externe pour savoir qu'est-ce que je sais faire. On fixe des objectifs stratégiques pour savoir où je peux aller. Et puis on va faire un choix stratégique qui va être comment je vais y aller. Donc c'est valable aussi pour les organisations privées. Cependant, celles-ci ont des contraintes économiques. La concurrence des autres territoires, qui ont des ressources locales peut-être plus importantes, qui seront plus attractives. La concurrence d'organisations privées, qui vont venir sur leur territoire, par exemple dans la santé, dans l'aide à domicile, dans le transport. Elles vont avoir aussi des contraintes, donc un cadre réglementaire et des contraintes budgétaires. Au niveau social, leurs missions sont d'abord d'ordre social, la nécessité de satisfaire l'intérêt général et de rendre un meilleur service public. Et au niveau politique, la contrainte, c'est que l'ensemble de ces décisions se prennent au niveau de l'État. Ces décisions au niveau de l'État vont influencer les projets qui vont être définis localement, et tout cela aura un impact sur les budgets. En grand B, l'influence des parties prenantes. Il y a aussi des parties prenantes au niveau des organisations publiques. Premièrement, dans les parties prenantes, tout simplement les élus, les dirigeants. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils satisfassent l'intérêt des citoyens et des usagers. Sinon, on ne va pas reconduire leur mandat. Deuxième partie prenante, les opposants politiques, qui peuvent alerter selon les choix politiques et influencer l'électorat. Troisièmement, les entreprises qui vont influencer le processus stratégique des collectivités territoriales. Alors, ils ont besoin d'attirer les entreprises pour développer économiquement leur territoire. Ils vont essayer de négocier davantage de fiscalité, puisque plus auront d'entreprises, plus auront de fiscalité. Et enfin, ils vont essayer de mettre en avant des infrastructures plus importantes qui seront utiles pour leurs activités, les activités des entreprises. Donc vous voyez, dans les parties prenantes, élus et dirigeants, opposants politiques, entreprises. Donc en conclusion, si on veut comparer entre les stratégies des organisations publiques et privées, les points communs, satisfaire pour les uns les usagers clients, pour les autres les clients ou pour les uns aussi usagers clients, c'est que la frontière parfois est faible. Si on prend par exemple les usagers du transport, de la SNCF, on parlera plutôt d'usagers clients. Leur point commun dans la stratégie, c'est de faire un diagnostic interne-externe. Leur point commun, c'est de répondre aux attentes des parties prenantes. Les spécificités des organisations publiques, en revanche, c'est la notion de satisfaction d'intérêt général, que leur champ d'action est relativement encadré. On appelle ça le principe de spécialisation. Le principe de spécialité, qui veut dire qu'ils ont un certain nombre de compétences, mais ces compétences sont transférées ou déléguées par leur administration. Les objectifs sont encadrés et les sources de pouvoir sont différentes. Donc on va élire les actionnaires, c'est ceux qui ont l'argent, qui ont apporté le capital social, qui vont pouvoir voter. Ici, les sources de pouvoir sont bien sûr différentes. On parle d'élection par le peuple, de mandat ou de nomination au niveau du pouvoir. Voilà, donc en conclusion, grand point commun, spécificité des organisations
publiques.